Ce dimanche au Chili, le premier tour de la présidentielle a propulsé au second tour la candidate de gauche Jeannette Jara et José Antonio Cast, figure de l'extrême droite, admirateur de Pinochet dans un scrutin très marqué par la sécurité, l'immigration également. Le Chili, jusqu'alors l'un des pays les plus sûrs du continent, traversé par une profonde défiance institutionnelle, pourrait-il basculer à l'extrême droite pour la première fois depuis la fin de la dictature? Bonjour Pablo Barnier-Kawam. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques associé au CERI et au CREDA, spécialiste du Chili. Alors, au niveau des résultats, la candidate communiste a obtenu 27%, le rival d'extrême droite a obtenu moins, 24%, mais il faut faire le total des voix de droite. Oui, on s'attendait en fait que Jeannette Jara, qui représente une coalition très très large, qui va de la démocratie chrétienne de centre-droit jusqu'au Parti communiste, passe au-dessus des 28%, voire et 30%. Et là, pour le second tour, la réserve des voix est très moindre en fait, puisqu'on a trois candidats d'extrême droite. José Antonio Caz, qui est passé au deuxième tour. Evelyne Matei, qui fait partie de la droite traditionnelle, mais qui a adopté un discours beaucoup plus dur. Et Johannes Kaiser, qu'on peut assimiler à Milei en Argentine. Donc, si on additionne le nombre de voix de l'extrême droite, on arrive à plus de 50%. Et ensuite, le candidat qui est arrivé troisième au premier tour, Franco Parisi, qui se déclare de centre, donc ni de gauche ni de droite, a fait 20%. Et il est quand même très probable que la majorité de ses électeurs se tournent vers José Antonio Cast, même si on peut avoir des surprises au vu des résultats de ce premier tour. Tant que le premier tour ne donne que des résultats provisoires, effectivement, on ne peut pas conclure. C'est quand même très étonnant, cette situation. Qu'est-ce qui, a priori, peut séduire chez ce candidat d'extrême droite, José Antonio Cast? Alors bon, il y a évidemment les querelles sémantiques habituelles, droite radicale, extrême droite. Qu'est-ce que l'on peut dire au sujet de cet homme, Pablo Barnier-Kawam? Alors, c'est la deuxième fois qu'il est au deuxième tour des élections présidentielles. C'était déjà le cas en 2021 face à Gabriel Boric, qui a été élu avec 55% des voix à l'époque. Il y a eu un changement de contexte très fort au Chili. Quand Gabriel Boric a été élu en 2021 et a commencé son gouvernement en 2022, il y avait vraiment un élan politique porté par le mouvement social de 2019, l'Assemblée constituante élue en 2021 et l'ambition de réformer l'État néolibéral Mhm. légué par la dictature pour en faire un État social ou au moins offrir une protection sociale beaucoup plus avancée pour les Chiliens et les Chiliennes. Là, actuellement, le débat public est dominé par les questions de sécurité et de migration. Et en fait, l'extrême droite a réussi à créer cette association entre délinquance et migration, alors que dans les faits, il n'y a pas de corrélation entre les deux. Alors, donc ça, c'est effectivement le thème qui prédomine. On a l'impression d'un retour de balancier. C'est présenté par certains comme un retour de balancier en disant, bon, on se souvient des questions institutionnelles, notamment qui avaient été posées, qu'il fallait donc purger l'héritage de Pinochet. Est-ce que les choses sont allées trop loin, non pas dans le refus de la dictature, mais trop loin, par exemple, on évoquait le droit des peuples premiers qui avait été mis en avant, contrairement donc au Chilien moyen, puisqu'il doit bien exister un Chilien moyen. Qu'en est-il selon vous? Oui, alors en fait, il y a eu deux processus constituants. Le premier qui a proposé une première proposition de constitution qui était très avancée sur le plan social et symbolique avec une reconnaissance de droits de nombreuses minorités. Et effectivement, le débat public a été tourné vers des problématiques liées à un État plurinational, aussi aux droits des femmes et peu sur les questions sociales, alors que ce texte constituant proposait aussi une réforme sociale. Et la droite a pu capitaliser sur ces débats-là. La deuxième proposition qui a été faite était d'une certaine manière plus conservatrice que la constitution actuelle, qui est héritée de la dictature. Donc on a eu vraiment ces deux extrêmes en termes de propositions de constitution et les deux ont été rejetés par la population chilienne. Donc un retour de balancier, je ne sais pas trop. Après aussi, ce qui est important de noter, c'est que la transition démocratique au Chili s'est déroulée d'une manière, on pourrait dire qu'elle a un bilan mitigé au vu du fait que Pinochet était sénateur à vie, il était encore général, enfin chef des armées. Donc il n'y a jamais vraiment eu une transition démocratique comme elle aurait pu avoir lieu en Argentine, où il y a eu des condamnations pénales des dignitaires du régime. Donc on a des fantômes du passé qui reviennent.
Mais d'une certaine manière aussi, on peut mettre la responsabilité sur une transition démocratique qui n'est peut-être pas allée assez loin pour offrir des garanties démocratiques au Chili. Et j'ai à chaque fois des interrogations naïves que je vous soumets, notamment au sujet du régime de Pinochet qui a été évidemment épouvantable. Comment peut-on être nostalgique de ce régime qui a été, j'ai presque envie de dire, une catastrophe à tous les points de vue. Par conséquent, il est compliqué de comprendre comment on regrette cette période. Oui, alors il y a deux arguments. Le premier qui a été continu depuis la transition démocratique, c'est l'Eldorado économique. L'oasis, comme disait Sébastien Piñera, avant qu'il y ait un mouvement social très fort en 2019 qui remette en cause la stabilité du Chili. Mais le Chili est membre de l'OCDE, c'est un peu ce jaguar latino-américain, et sa forte croissance économique dans les années 90-2000 est considérée comme un héritage de cette transformation économique proposée par la dictature. Et donc, la droite se revendique de cet héritage et auprès de la population chilienne, c'est un argument qui marche. L'autre élément... J'ai presque envie de vous demander pourquoi, parce que au contraire, le régime de Pinochet, alors on sait qu'il a été aidé, hélas, par des économistes occidentaux et libéraux, notamment Milton Friedman, Frédéric Hayek, mais le Chili n'allait pas si bien que cela économiquement. Oui, alors il y a eu une très forte crise économique dans les années 80, effectivement, et on peut en fait remettre en cause ce bilan économique de la dictature. On peut effectivement. Là, en fait, les deux résultats principaux qu'on a, c'est qu'on a vraiment une très grosse croissance économique qui a été possible par une néolibéralisation du système, mais par ailleurs un des pays les plus inégalitaires au monde. Donc, effectivement, on a un peu cette proposition de croissance économique et de petit entrepreneuriat aussi qui fonctionne comme argument politique auprès de la population. Et puis alors, l'autre aspect, le bilan en termes de droits de l'homme et droits humains Ouais. a été plutôt négatif sous Pinochet. Effectivement, très négatif, on peut le dire de cette manière-là. Mais il y a quand même un retour de l'argument de sous la dictature, on n'avait pas peur de sortir dans la rue le soir. Et ça, c'est un argument Et qui est là, nouveau. on a peur de sortir le Alors, soir. effectivement, ce qui est très étonnant au Chili, c'est que c'est un des pays les plus sûrs d'Amérique latine et ça le reste. Il y a une augmentation de la délinquance ces dernières années qui n'est pas due à l'augmentation de la migration, même s'il y a une augmentation très très forte de la migration dans un pays où il y avait très peu de migrants. Et ce qui se produit en fait au Chili et qui est un cas assez unique dans le monde, c'est une dissonance très forte entre la perception de l'augmentation de l'insécurité et les faits réels. On a 90% de la population qui voit qui a une perception très importante de l'augmentation de l'insécurité. Et oui, parce que donc là, les migrations, elles sont principalement vénézuéliennes. C'est ça, oui. Et c'est dû à l'exode massif qu'on a eu avec la crise politique du régime de Maduro. Mais alors, on imagine que ces Vénézuéliens arrivent complètement désargentés au Chili. Oui, oui. Et aussi, on voit que c'est un problème institutionnel puisque l'État chilien n'est pas en mesure d'intégrer cette population-là du fait de services publics en très mauvais état qui sont dus notamment aux réformes néolibérales et un manque d'investissement dans la santé, dans l'éducation et dans les services sociaux de l'État. Mais la candidate communiste ne dénie pas ces thèmes, hein, puisque elle aussi, Jeannette Jarrat, a fait une campagne très dure sur l'immigration et sur le besoin de sécurité. Effectivement, elle a été obligée de se positionner sur ces thèmes-là qui ont dominé le débat public. Elle a aussi revendiqué l'héritage du gouvernement de Gabriel Boric dans lequel elle était ministre du Travail. Et cet héritage, on voit que dans le gouvernement de Gabriel Boric, il y a eu un héritage très fort sur les questions de sécurité avec des mesures comme la création d'un ministère de la sécurité publique qui était une proposition du gouvernement de droite précédent de Sébastien Piñera. Il y a eu des investissements très importants dans la sécurité, un renouvellement de l'état d'exception constitutionnelle dans le sud du pays où il y a de nombreux conflits avec le peuple autochtone mapuche. Donc on voit que le gouvernement Gabriel Boric a aussi été obligé de donner de gages importants à la droite sur les questions de sécurité. Et finalement, il y a eu une continuité de ces mesures-là qui sont reprises par Janet Jara dans le débat. Bon, là aussi, est-ce que l'on peut imaginer qu'il y ait donc une victoire de la gauche? Est-ce que Jeannette Jarrat est la bonne candidate ou n'est-elle pas justement trop radicale par rapport à ce qui s'est passé précédemment et qui a été jugé, mais là c'est à vous de me le dire, comme étant trop radical? Alors, c'était effectivement un thème de la campagne avec de nombreux débats sur le fait si elle devait laisser quitter le Parti communiste. Alors là, elle a déclaré qu'elle aurait été prête à le faire, mais qu'elle ne pouvait pas le faire à cause d'une loi. Là où elle est... alors, tout d'abord, dans le Parti communiste, c'est pas la plus radicale, donc elle fait partie des modérés.
fait. Et de l'autre côté, on pourrait dire que c'est une bonne candidate pour représenter le gouvernement de Gabriel Boric, puisqu'elle a à son actif, en fait, les principales réformes sociales qu'a mis en œuvre le gouvernement, c'est-à-dire une semaine de 40 heures de travail, une réforme avec de nombreuses concessions à la droite, mais quand même une réforme du système de retraite par capitalisation individuelle, une loi sur le harcèlement au travail et une augmentation du salaire minimum. Donc elle portait en quelque sorte les avancées les plus importantes de ce gouvernement de Gabriel Boric. Ce qui est terrible, en fait, c'est qu'on a l'impression que le Chili ne parvient pas non seulement donc à sortir de la période Pinochet, mais aussi cette fin tragique de Salvador Allende, le coup d'État, donc largement favorisé par les États-Unis, mais disent aussi certains, qui a été rendu possible par une politique économique qui, elle non plus, n'était pas satisfaisante. Vous qui êtes spécialiste du Chili, qu'est-ce que vous en pensez rétrospectivement, Pablo Barnier? Alors ça, c'était un argument porté par de nombreux candidats d'extrême droite, et de dire que finalement, il y avait une responsabilité du gouvernement d'Allende dans la réalisation du coup d'État, et en fait, on ne peut pas imputer à une mauvaise situation économique la violation de droits humains comme peuvent le porter... Non, bien sûr, c'est parce que... Mais c'est l'argument qui a été porté indéniablement, mais sur le fait que si Allende avait eu une politique économique plus réussie, il aurait bénéficié d'un soutien populaire plus important. Alors, il y avait un soutien populaire très important en fait au gouvernement d'Allende jusqu'à ces derniers jours. Donc, c'était surtout en fait sur l'argument politique de la transformation du Chili en régime communiste qu'il y a eu le coup d'État soutenu par les États-Unis. Et on voit aujourd'hui qu'il y a de nombreux candidats d'extrême droite qui reviennent sur cet argument avec la possibilité d'un retour du communisme au pouvoir. Vous êtes aussi spécialiste de la Bolivie, Pablo Barnier-Kawam. On a l'impression que la situation politique en Amérique latine est préoccupante. Oui, effectivement. Alors après, les gauches boliviennes et chiliennes sont quand même assez dissociées, ont des positions aussi internationales très différentes, donc elles sont pas exactement alignées, mais effectivement, on a un virage à droite en Amérique latine qui est assez préoccupant puisqu'on n'est plus face à une droite institutionnelle, mais on est face à une droite qui est prête à changer de fond en comble les États-nations latino-américains et à proposer des réformes qui peuvent aller à l'encontre des droits humains. Merci beaucoup, Pablo Barnier-Kawam. Je rappelle que vous êtes docteur en sciences politiques associé au CERI et au CREDA.